Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai reçu Benoît de Monteclair, qui est le cofondateur de la société NC-Scale, spécialisée dans la sécurité des outils no-code. Un sujet hyper important auquel je voulais vous sensibiliser depuis un moment. Donc c'est parti avec cet épisode. Salut Benoît, bienvenue sur le Salut podcast Alexis. de Contournement. Très content de t'avoir avec moi pour l'heure à venir parce qu'on va aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la sécurité informatique. Voilà, on en a pas mal parlé en off et donc je suis content qu'on ait une discussion enregistrée cette fois. Alors évidemment, on va se concentrer plus particulièrement sur le sujet de la sécurité autour des outils no-code et en contexte des outils no-code, mais c'est un sujet de toute façon qui est très général et on va essayer ensemble de sensibiliser un maximum les auditeurs et les auditrices. Peut-être qu'on évitera quelques mésaventures aux gens de la communauté, je sais pas, on verra. Et puis en tout cas, contribuer à cet effort un petit peu commun de mettre l'attention sur ce sujet. Toi, tu es le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle NC-Scale, que dans la communauté, on connaissait avant sous le nom de No Code No Hack. Tu vas nous expliquer un petit peu tout cet historique. Donc tu es bien placé pour parler de tout ça. Puis on va en profiter un petit peu aussi pour découvrir un petit peu ce que vous proposez sur ce sujet, les services, les produits que vous avez conçus ou que vous êtes en train de concevoir. Voilà, avant toute chose, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter. Déjà, merci beaucoup Alexis pour ton invitation, parce que c'est un podcast que je suis depuis longtemps et du coup, c'est vraiment un plaisir d'être avec toi Cool. ce matin. Donc effectivement, je suis Benoît de Monteclair, donc cofondateur de NC-Scale, pour faire un peu sur le passé, j'ai fait une école de commerce et je suis entrepreneur depuis l'âge de 16 ans. À l'époque, j'avais monté un service d'hébergement web. Et c'est ça qui m'a mis dans la tech, quoi. Et sauf que j'ai jamais été développeur. Et chemin faisant, finalement, je suis arrivé à avoir du no-code un peu tout le temps, finalement, depuis 2013, dans une mutuelle, tu vois. Donc, à l'époque, c'était Zapier. Et puis, peu à peu, j'ai monté d'autres choses en no-code. Et du coup, on a monté NC-Scale, qui est un outil pour la sécurisation et l'optimisation des applications no-code. Donc toi, à la base, t'es pas dev, par contre, beaucoup d'utilisation des outils no-code dans un cadre, on va dire, entrepreneurial, quoi. Ouais. Même au tout début, tu vois, finalement, lorsque j'avais monté le site d'hébergement web, lorsque j'avais 16 ans, je m'étais basé sur un outil branché sur WordPress pour faire tous les paiements pour l'achat d'un service d'hébergement web. Donc à chaque fois, j'ai pris des briques dans tous les sens pour essayer de faire un truc sans être développeur. Après, c'était un minimum de connaissances pour le HTML, CSS pour finalement que tout le design rentre bien, que ce soit un peu cohérent. Mais oui, à chaque fois, ça a été ça, quoi. C'était toujours de chercher ce qui est le plus facile, sans développer pour faire un truc. Cool. Et comment t'en es arrivé au sujet de la sécurité, plus précisément? Et comment est-ce que c'est un long chemin? Est-ce qu'il y a t'as eu des expériences autour de ça? Qu'est-ce qui est un petit peu trigger, on va dire, puis tu nous raconteras un petit peu plus tard un peu vraiment l'historique de NC-Scale, mais toi, en tout cas, ton intérêt pour ce sujet, j'ai envie de dire. Alors, j'ai toujours été intéressé par la sécurité. Typiquement, lorsque tu as 16 ans, moi, mon serveur s'est fait pirater 10 fois lorsque tu es un hébergeur web. Et du coup, tout de suite, la sécurité était un enjeu important. Et j'ai toujours essayé en interne, moi, d'avoir un truc sécurisé avec des gestionnaires de mots de passe, d'avoir des mots de passe un peu différents partout, etc. Enfin, voilà. En fait, ton ordinateur, c'est un peu ta vie. Et du coup, c'est horrible de voir des gens qui se font pirater leur truc ou qui se font arnaquer trop facilement. Et donc, j'ai vraiment toujours été le gars qui, dans la famille ou même chez des potes, tu vas dire, ok, je partage des bonnes pratiques. Donc, c'est un truc qui me tient à cœur. Et même à l'époque, je m'étais amusé à pirater des potes en se connectant sur l'ordinateur jeune. Mais voilà, mais c'était marrant. Enfin, en tout cas, ça permet d'apprendre des choses. Et du coup, je fais du no-code de manière plus sérieuse depuis 2017 en fait avec Bubble. Lorsque pour le cabinet de recrutement d'Igerox, j'ai monté donc tout le RP avec l'aide d'une agence. Et c'est là où vraiment je me suis mis à fond dans le no-code pour développer une application. Et 4 ans après, donc j'ai vendu mes parts de Digirox et j'ai monté une autre boîte qui s'appelle Job Do It,
et qui est un outil pour, qui est juste une plateforme où des coachs et des personnes en recherche d'emploi se connectent pour être coachés pour trouver un job plus rapidement. Et donc là, je suis reparti de zéro avec une meilleure connaissance de Bubble et des outils no-code en général. Et c'est là où j'ai vu plein de mauvaises pratiques, parce que c'est là où j'ai pu enfin prendre du recul sur ce que je faisais, où il y avait moins de stress à faire le truc qui sort dans un mois ou autre. Mmh. Et du coup, je pensais être un peu le seul, tu vois, surtout, je pensais ne pas être le seul à voir en fait qu'il y avait autant de choses publiques avec le no-code et qu'il y avait autant de mauvaises pratiques. Et en fait, plus je contactais les gens pour leur dire, mais en fait, t'es au courant que la liste des pages est visible, est publique, t'es au courant que le token là ici c'est visible, enfin plein de choses au fur et à mesure, et je me rends compte que j'étais grosso modo le seul à savoir ça. C'était assez flippant, et c'est comme ça que je me suis dit, ok, donc là c'était il y a 1 an où je me suis rendu compte de ça. C'est il y a pile 1 an d'ailleurs. Et donc j'ai cherché un associé tech, donc développeur, pour finalement faire ce que je faisais à la main de manière automatique. Et du coup on allait chercher partout dans les outils no-code dès qu'il y avait des fuites de données, dès qu'il y avait des mauvaises pratiques, pour en fait afficher un rapport direct, quoi. Et c'est comme ça qu'on est entré dedans, et on s'est rendu compte que ça plaisait, et on a sorti l'outil en 2 mois, avec tout le front en no code et tout le back en code. Ok, ouais, évidemment. Écoute, ce que j'aimerais bien justement, c'est qu'on essaye un petit peu d'expliquer un peu toutes ces notions. Tu vois, par exemple, tu parles de choses publiques, de choses comme ça, et tu vois, peut-être avant d'illustrer un peu plus et de rentrer un peu plus peut-être dans les outils en tant que tels, essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux, tu vois. Et toi, quels sont les enjeux que tu vois, peut-être même des choses un peu personnelles, tu vois, c'est ce que tu évoquais au début avec tes amis, etc. Quels sont les enjeux pour les gens autour de la sécurité, pour essayer un petit peu de les lister, je sais pas, et puis après, peut-être aussi pour les entreprises, tu vois, enfin, si on se place un petit peu comme ça et comprendre à quoi il va falloir faire attention d'un point de vue un peu plus haut niveau, quoi. C'est une En fait, question vaste, hein, on va ouais, tout à fait. décomposer peut-être un peu. Non, en fait, déjà, ce qui est important, c'est que je comprends que la sécurité soit pas le point central du début de ton projet lorsque tu démarres en no-code. T'as envie d'aller vite, t'as envie de sortir ton projet, et c'est pas un sujet majeur. D'abord, il faut vérifier si t'as des clients, si ça répond à un besoin, etc. En revanche, le problème, c'est que dès que ça démarre, il y en a plein qui oublient totalement la partie sécurité. Et donc, ils vont dévoiler des listes d'emails de leurs clients, qui vont dévoiler l'accès à leurs outils internes, parce qu'il y a les clés API pour se connecter à leur système de facturation. T'as des, enfin c'est énorme, hein. Tu peux voir aussi des données personnelles des utilisateurs, par exemple, toutes leurs transactions financières, si tu as un outil qui fait de la synchro. Tu peux mettre en danger tes propres utilisateurs, parce que tu peux partager des données, des tokens de tes propres users pour se connecter à leurs propres outils. Et ça, j'ai vu un truc horrible. C'est sur Twitter, c'est sur LinkedIn, un gars qui avait développé un outil pour automatiser LinkedIn sur Bubble, et en fait, on avait accès à tous les cookies de tous ces users. Donc, on pouvait se connecter à 2000 comptes LinkedIn. Donc potentiellement, parce que les cookies, pour les gens qui savent pas, c'est ce qui va te permettre de t'authentifier auprès de LinkedIn. S'il y a des auditeurs qui ont utilisé par exemple Phantom Buster, ils savent qu'il faut connecter comme ça, et c'est ce qui permet à Phantom Buster ou un outil de se connecter à ta place et puis de faire des automatisations et tout, quoi. Donc C'est si ça. tu partages ça publiquement, ça veut dire qu'on peut faire des choses à ta place, quoi, littéralement, quoi. Exactement. Et donc c'est, alors ouais, vas-y, je te laisse finir l'histoire justement. Donc, toi, c'est ce genre de choses qu'on voit, et c'est terrible. Et le pire, c'est quand tu aides les gens en leur disant, mais tiens, je crois qu'on a vu une faille, c'est grave, et que les gens ils te répondent pas en disant, écoute, déjà t'es qui, ils ont peur, quoi. Ouais. Ils ont peur et quand les gens ne réagissent pas, tu dis, c'est pas possible, il faut qu'on leur dise de manière, enfin, toi, t'essaies de prendre la voie diplomatique pour aider les gens, et en fait, c'est pas toujours facile. Donc l'enjeu, il est là, c'est que tu mets en danger à la fois ton business, à la fois ta crédibilité, et à la fois les données de tes propres clients. Donc en fait, tu es responsable de la vie de ces clients qui font confiance pour déposer de la donnée. Et cette confiance peut être vite rompue. Et voilà, c'est ça qui est grave, quoi. Globalement, si je résume un peu là ce que tu dis, ce premier point que je comprends, c'est dévoiler des choses, dévoiler des éléments que toi tu vas avoir
sur toi-même, sur ton entreprise, sur toi-même ou sur tes utilisateurs, les dévoiler sans le vouloir à des gens, on va dire, mal intentionnés qui vont le récupérer. Après, quoi que ce soit qu'ils fassent avec, de toute façon. Voilà. Et après, dans ces choses-là, il y a des choses plus ou moins graves. On peut récupérer, si des gens mal intentionnés, on va essayer un peu de récupérer par exemple la liste d'emails de tes utilisateurs, c'est chiant parce qu'ils vont pouvoir les spammer. Ça, c'est un premier niveau. Ouais. S'ils récupèrent les tokens de connexion à LinkedIn de tes utilisateurs, là, ils vont pouvoir faire des choses à leur place. Là, c'est grave, quoi. Enfin, c'est un double deuxième niveau de gravité, quoi. Et si, en plus, ils ont accès à tes données financières, finalement, ils connaissent ta vie. Ils savent que tu as des problèmes de santé parce que tu vas chez le médecin, un tel, etc. Donc, en fait, ça peut aller très loin. Donc, en fait, tu dévoiles toute la vie de tes utilisateurs si tu sécurises mal tes données. Ça, c'est un truc, c'est intéressant. C'est-à-dire je pense qu'il faut réaliser, il y a une grosse problématique, je pense, sur Internet qui est l'usurpation d'identité. Donc ça peut venir par différents moyens. Et il y a un moyen, comme tu dis, c'est que plus tu vas dévoiler des informations, à toi, on va dire déjà dans un premier temps, plus on va pouvoir usurper ton identité, quoi. C'est-à-dire plus on sait quelque chose sur toi. Et donc si toi, en tant que hébergeur de données, enfin si tu as une application que tu héberges des données, comme tu dis, plein de données de tes utilisateurs, si tu t'en dévoiles trop, tu fais prendre le risque à tes utilisateurs aussi d'avoir leur identité usurpée, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des choses un peu dans cet ordre-là, des exemples, je sais pas, enfin je réfléchis en même temps, mais d'exemples non, enfin après j'ai pas d'exemple où la personne, enfin en fait le problème c'est que tu sais pas lorsque les gens piratent tes données. Et typiquement d'ailleurs avec les outils no code il y a un vrai manque là-dessus, c'est qu'il n'y a pas assez de logs, il y a pas assez, donc des logs c'est l'ensemble des, on va dire des traces que peuvent laisser des gens en utilisant des outils, mais pour laisser des traces, il faut qu'il y ait des capteurs de ces traces-là, d'une personne qui se connecte, etc. Et s'il n'y a pas ces capteurs, finalement, tu n'as aucune vue. Et dans les outils no-code, de manière générale, tu as très peu de moyens de contrôler si des gens ont accédé à ton API, si des gens sont connectés à la place de toi à partir d'une IP étrangère. En gros, tu peux pas trop contrôler ça. Et c'est un vrai problème parce que du coup, tu sais pas si tes données sont sécurisées, si quelqu'un a tenté d'y aller. Et donc, tu peux même pas alerter tes propres users. Tu peux juste dire, bon, effectivement, j'avais un truc qui était pas sécurisé. Je peux pas vous dire si les gens y sont allés, s'il y a des personnes qui ont piraté ces données, mais c'était ouvert. Donc, voilà. Ils peuvent juste dire ça, ce qui est pas très agréable. Ouais, c'est un truc qui est intéressant. C'est une partie des problématiques finalement qu'on a avec les outils no-code, c'est que aussi on délègue une grande partie, d'une part de la sécurité, mais aussi de la maintenance, de la gestion des serveurs. Enfin, du coup, tu as dû voir ça en tant qu'hébergeur web, par exemple. Quand si tu maintiens un serveur, c'est à toi d'essayer de récolter toutes ces informations, savoir qui s'est connecté, etc. Alors que là, maintenant, on délègue ça. C'est un bon côté, puisqu'on a moins de travail à faire en déléguant ça à Bubble, par exemple. Par contre, Bubble ne fournit peut-être pas autant d'informations qu'il devrait, quoi. Ouais, tout à fait. Et effectivement, ils les gardent pour eux pour le moment. Mais je pense que ça va changer peu à peu, en tout cas. C'est quoi un peu les réflexes de base, du coup, à voir les questions qu'il faut se poser quand on va partir maintenant un peu plus sur les gens, vraiment les no-codeurs et les no-codeuses, donc qui produisent des applications. C'est quoi un peu les réflexes de base que les gens doivent avoir? Et justement, éviter ce truc, tu l'as dit, c'est très intéressant. Et je suis que à moitié d'accord, tu vois. C'est pas un souci principal quand les gens commencent à faire une application de la sécurité. Enfin, d'ailleurs, tu dis pas que c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc, oui, je lance un produit, déjà je vais voir si j'ai de l'attraction, etc., avant de me soucier de la sécurité. Autant je peux comprendre qu'on se dise ça d'un point de vue un petit peu réglementaire, on se mette aux normes RGPD, etc. Bon, ça peut-être qu'on peut le déléguer un petit peu. Par contre, je pense que la sécurité doit être quand même vachement un souci dès le début. Je suis sûr que toi, tu l'as, ce souci dès le début. Comment on peut faire pour que les gens, justement, aient aussi ce souci-là et ne le mettent pas de côté? Parce qu'en fait, en le mettant de côté, on sait toujours quand c'est trop tard qu'on s'en rend compte, quoi. Qu'on va avoir une action, quoi. Ouais. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas qu'ils le mettent de côté, c'est qu'ils pensent que c'est sécurisé. C'est-à-dire que quand tu développes une application en no-code, c'est quand tu développes une application en no-code, finalement, tu te dis, je suis sur un outil qui est plutôt fermé, genre Softair, Airtable, Notion. Donc, c'est pas à moi de faire la sécurité, mais c'est à eux.
Tu vois, c'est plutôt dans ce truc-là. Et du coup, tu te poses même pas la question si tu as un problème de sécurité. Et c'est un bon finalement, point d'ailleurs, parce que nous, des fois, dans nos webinaires, c'est vrai qu'on a tendance à dire c'est un des bons côtés de ces outils, ils hébergent pour vous, mais ils sécurisent pour vous aussi. Mais en fait, il faut aller plus loin que ça. Donc, je te laisse continuer là-dessus parce que c'est un vrai point. Mais tu vois, typiquement, mardi, j'ai une personne qui a testé notre app pour sa sécurité et elle a fait faire développer son application par une agence hyper connue, mais genre hyper connue dans le monde, sur le no-code. Elle me montre son appli, et là, je vois que j'ai accès à l'ensemble de ses données. Donc, je lui dis, bah écoute, ton truc est pas sécurisé, désolé. Et elle me dit, mais pourtant j'ai fait un bootcamp sur Bubble et on me disait que effectivement c'était sécurisé parce que c'était sur AWS, etc. Tu vois, ils partent dans les trucs beaucoup trop serveurs, alors qu'en fait juste le front est pas sécurisé, donc ce qui a été développé en no code n'est pas sécurisé. Et donc même les formateurs ne sont pas au courant de ça. Ce qui est assez fou. Donc c'est normal que les gens se disent, bah non, c'est bon, c'est sécurisé. Ils se préoccupent même pas du truc. Donc si pour eux, visuellement, ils voient pas de données sensibles, pour eux, ça semble être sécurisé. Enfin, c'est sécurisé, alors que c'est pas le cas. Et du coup, les bonnes pratiques, effectivement, à avoir dès le début, ce qui est pas évident, c'est dès qu'il y a un petit message d'alerte sur un éditeur de code parlant de sécurité, il faut pas le prendre à la légère. Genre, sur SoftAir, il te dit bien à un moment que, attention, tu dévoiles une table, Airtable. Et ben, il faut faire vachement gaffe parce que c'est vrai. Toute la table est visible après sur le site, même si tu affiches que le prénom non. Tu affiches également le mail, s'il y a le mail dans la table et tout. Enfin, c'est monstrueux. Sur Bubble aussi, ils te disent attention, les privacy rouges, là, au moment où tu crées ton application pour la première fois, ils te disent attention, tes données sont publiques là. Et les gens, ils font OK, ils cochent et après ils ferment et c'est fini. Et c'est dommage parce qu'en fait, ces petits pop-up là sont hyper importants. Et après, je comprends les éditeurs. Ils peuvent pas non plus se mettre à la place de la personne. C'est comme si on disait à ceux qui ont développé PHP de faire attention à ce que tous les sites développés en PHP soient sécurisés. C'est pas leur rôle. Donc, le problème, c'est qu'il y a peu d'éducation sur cette partie sécurité, alors qu'il y en a plein dans la partie code. Mais je suis sûr que dans le code, ça reste une passoire aussi. Dans le code, il y en a plein qui développent ça n'importe comment et qui se renseignent pas sur la sécurité. Mais c'est quand même un peu plus connu qu'il faut faire gaffe à la sécurité. Avec tout ce qui est, il y a même les listes des 10 première faille, c'est le OSWAP, je crois, dans le code. Il n'existe pas l'équivalent pour le no-code, tu vois. C'est un truc d'ailleurs sur lequel nous, on aimerait avancer et proposer des choses, mais il n'y a pas aujourd'hui d'institution sur la sécurité du no-code. Voilà. C'est vrai, je partagerai d'ailleurs dans les notes là, cette liste, je sais plus comment ça s'appelle, OWASP, non, OSWAP, je sais plus, enfin bref. Mais ça c'est très intéressant, c'est vraiment une référence, un référentiel de sécurité. Mais c'est vrai que tu te dis déjà, si tu prends garde à ces 10 points-là, ton code, etc., risque d'être bien sécurisé. Dans le code, mais tu vois, il y a un petit peu le même phénomène dans le code, c'est que dans le code, maintenant on utilise beaucoup des frameworks. C'est rare quelqu'un qui va écrire du PHP pur. Notamment parce que le framework va t'aider à sécuriser, filtrer les données qui arrivent, etc. Je vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est un peu le même problème. Et en fait, le point que tu attires là, et qu'on doit peut-être un petit peu creuser, justement un petit peu plus concrètement, c'est il y a la partie éditeur, et on peut estimer que Airtable, leur infrastructure est bien sécurisée. Ils ont des normes ISO, etc. Enfin, après, il y a l'usage, les utilisateurs, l'usage qu'on en fait. Et c'est si tu partages une vue publique, eh bien, c'est toi qui vas dévoiler l'accès à tes données, c'est pas Airtable, quoi. Et c'est ça, c'est ce que tu dis avec Bubble, et c'est là où il y a un travail évidemment de sensibilisation des éditeurs, mais finalement là, c'est ce qu'on est en train de faire, et tu le fais à la place un petit peu d'eux. Enfin, tu le fais notamment en disant qu'il faut bien lire les messages que eux aussi font, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, donc ça c'est très très important pour les gens de comprendre. On espère que dans les formations, effectivement, les gens aussi attirent l'attention là-dessus, mais ça, il faut vraiment le redire. Et notamment ce que tu dis, vas-y. Oui. Et d'ailleurs, il y a les éditeurs qui finalement en parlent à chaque fois sur leur site. En général, ils ont des bonnes pratiques de sécurité dans leur documentation. Par exemple, Bubble, ils ont une page sécurité. D'ailleurs, ils nous listent dedans dans les outils pour sécuriser ton app. Mais il y a pareil sur les autres. Softair aussi a un truc, Airtable aussi, Notion aussi. En fait, il faut lire les bonnes pratiques là-dessus.
Et par exemple, sur Notion, tu vois, Notion, on a l'impression que c'est sécurisé parce que, grosso modo, normalement, déjà, c'est pas un outil grand public où tu peux, enfin, si, tu peux en faire un site vitrine, mais bon. C'est pas Mais fait pour. typiquement, c'est pas fait pour, mais typiquement, nous, on a déjà vu la liste de l'ensemble des candidats d'une boîte connue dans le no-code qui avait affiché simplement une offre d'emploi sur Notion. Ils partagent juste la page de l'offre d'emploi. Et en fait, tu cliquais sur monter D'un niveau. d'un Dans le niveau fil et tu avais d'Ariane, accès, ouais. grâce au fil d'Ariane, effectivement, et tu avais accès à un Trello, quoi, l'équivalent d'un Trello, avec l'ensemble des candidats, nom, prénom, Ok. les commentaires et tout. Tu vois, c'est fou. Et Ouais. Bon, on donne pas de nom, hein. On a dit, non, on tu donne pas fais de nom, bien mais garde à pas donner de nom. Non, mais je le dis, moi, ça me change rien, mais j'aime bien parce que tu t'es très prudent et tu dis pas qui c'est, donc c'est bien. Ouais. ouais, parce que l'idée, c'est pas de taper sur les gens. Et on l'a dit un peu en off, mais effectivement, tout le monde a des failles de sécurité. C'est normal. Et il faut l'assumer. Et typiquement, quand on dit que tout le monde a des failles, même Microsoft, là, récemment, je crois qu'ils se sont fait pirater un truc sur Bing. Donc, tout le code source de Bing, le moteur de recherche, s'est fait pirater. En gros, c'est normal de se faire pirater. C'est toute l'informatique qui est faillible. Donc, il faut juste le savoir et après l'assumer. Sauf que dans le no-code, t'es pas trop prêt à ça, quoi. T'es pas trop éduqué au fait d'assumer tes failles de sécurité parce qu'au départ, t'es pas un informaticien. Du coup, t'es en mode, bon, Bien j'ai sûr. fait une grosse bêtise, là. Tu vois, c'est plutôt, j'ai fait une grosse bêtise, comment je la cache, quoi. Et voilà. Donc, effectivement, non, c'est hyper important et je sais plus pourquoi je te parle de ça. Non, mais parce que je disais juste simplement, tu vois, qu'on disait pas forcément les noms. Enfin, tu donnes plein d'exemples, tu vois, Oui, et ouais. parce que tu me disais avant, de toute façon, on peut pas donner les noms. Déjà, comme tu le dis, le but c'est pas forcément de dévoiler, enfin, de taper sur les gens. Et puis après, il y a des contraintes légales, etc. Enfin, bon, c'est pas forcément le sujet. Mais ouais, moi peut-être je voulais revenir sur un point du coup que tu évoquais pour que les gens comprennent bien, parce que je pense que c'est de ce que j'ai compris grâce à vous aussi, hein, tu vois, parce que vous avez fait quelques lives qui étaient super là sur la chaîne No Code France. D'ailleurs, je mettrai aussi les liens vers les replays. Ça, j'invite vraiment les gens à regarder parce que il y a des choses là qu'on évoque qui sont très visuelles. Mais j'aimerais bien que tu t'expliques un petit peu la problématique, on va dire, un peu de la transmission des données entre le back et le front, ou entre le front et les API, tu vois, un petit peu. Il y a on peut prendre le cas de Bubble et le cas de Software parce que je pense que c'est des outils que tout le monde connaît et qui ont la même problématique mais de matérialiser un peu différemment, enfin, Ouais, par tout à rapport au fait. back, quoi. Carrément. Alors, je suis pas développeur, donc je vais l'expliquer un peu en mode no-codeur, donc je risque de faire des erreurs d'un point de vue, Mais c'est on pas va grave, dire, théorique. il y a pas de développeurs qui écoutent le podcast, donc c'est très bien. Et au Bon, contraire, tu vas peut-être justement mieux vulgariser. Enfin, c'est pas pour tant taper mieux. sur les développeurs, hein, mais Du coup, effectivement, enfin, dans le code, en fait, il y a toujours un back et un front. C'est-à-dire que tu as ta base de données qui est en back et tu as le front qui fait un appel à la base de données et qui affiche, du coup, une partie de cette donnée. Et c'est toi qui décides en front ce que tu veux afficher. Le seul problème, c'est que quand tu fais un appel à ta base de données, bah, l'appel que tu fais, il est paramétrable. Et cet appel, il est public. C'est-à-dire que n'importe qui sur ton site peut refaire la même requête en dehors de ton site pour appeler la même donnée. Ce qui est assez fou au moment où j'ai découvert ça, moi, c'était le truc où, en fait, en gros, tu peux appeler des bases de données de Uber, de Deliveroo, de n'importe quelle boîte, en fait, et tu peux accéder à leurs données via API, une API qui est privée. Donc, une API, c'est vraiment justement un outil pour se connecter aux bases de données ou aux outils, on va dire, euh, euh, de. D'ailleurs, je crois que tu avais tenté de définir une API sur ton podcast. Du coup, je pense que je vais la définir beaucoup moins bien. Mais voilà, en gros, à travers les API, en fait, du coup, tu as l'API publique qui est bien documentée pour savoir comment on accède à telle donnée, et tu as l'API privée qui est pas du tout documentée et qui sert simplement pour l'usage de l'éditeur pour faire fonctionner son front avec son back. par exemple, Et l'application mobile de Uber qui se connecte à l'API de Uber pour récupérer la liste des taxis, etc. Ça, t'es pas censé le faire toi en tant que développeur. C'est réservé à eux, quoi. Mais de fait, c'est visible. Il y a une trace sur le réseau, enfin, qui se voit, quoi. Alors après, tu peux cacher plus ou moins, mais bon, de manière générale, c'est visible parce que c'est fait côté client. Donc, c'est-à-dire que c'est une requête qui part depuis ton ordinateur, depuis ton navigateur web avec ton adresse IP, qui va chercher l'information dans la base de données du site ou de l'application et qui revient sur ton ordinateur. Donc, il y a vraiment cette notion de plein d'appels
invisibles, mais qui sont dans le navigateur, et on affiche seulement une partie de ces données sur le front. Et du coup, ce qui se passe avec Bubble et avec tous les autres outils no-code, c'est que lorsque typiquement on affiche sur une page juste le prénom d'un utilisateur, eh bien le call qui se fait, donc l'appel API qui se fait à la base de données Bubble, ramène l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'il ramène le prénom, le nom, l'email, tous les champs que tu n'as pas protégés, et ton code dans le front va juste dire j'affiche que le prénom. Mais ce qui est que tout le reste des données est déjà sur l'ordinateur de la personne qui visite le site. C'est ça qui est assez perturbant, parce que quand tu développes en no-code, tu dis ce que je vois, c'est ce qui est réel, quoi. T'as pas l'impression qu'il y a un truc un peu sous-marin sous ton navigateur qui va appeler des données. Voilà. Et donc à partir du moment où tu comprends qu'en fait ce que tu vois visuellement n'est pas seulement ce que voit ton navigateur et ce que voit vraiment l'ordinateur de l'utilisateur, et bien à ce moment-là, finalement tu comprends qu'il y a un énorme enjeu de sécurité et qu'il faut faire attention lorsque tu développes ton application. Donc sur Bubble, ça marche comme ça, donc ça appelle tout et ça ramène tout. Sur SoftAir, c'est un peu différent, et ça l'était encore plus il y a 3 mois. En gros, sur SoftAir, tu avais vraiment une sorte d'API pour appeler ta table Airtable, mais qui passait par SoftAir. Et du coup, tu avais tous les paramétrages, et tu prenais un site SoftAir, tu prenais les requêtes qu'il faisait, et tu pouvais te balader dans toute la base Airtable de la personne via l'API privée de SoftAir. Ce qui fait que si la personne avait juste partagé un seul onglet, donc une seule vue, une seule table de sa base Airtable, tu pouvais te balader dans l'ensemble des tables et dans l'ensemble des vues. SoftAir, en fait, au départ, je pensais que c'était normal et que c'était pas du tout un bug. Parce que je me suis dit, non, SoftAir, c'est pour faire du front, donc voilà, c'est pas grave, quoi. Tu mets une base publique et tu l'assumes. Et en fait, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que c'était en fait une faille, et donc ils l'ont corrigé. Donc, normalement, on va être crédité sur leur site pour la faille. Donc ça, c'est cool, tu vois. Au moins, ils te mettent un peu en avant en disant que on les a aidés à protéger l'outil. Et effectivement, là, pour le coup, c'est plutôt une faille de l'éditeur que la personne en front. Mais bon, après, tu peux te dire que c'est aussi à toi de vérifier si les données étaient publiques. Donc voilà, ce qui n'est pas, tu vois, ce qui est intéressant, et c'est à toi de vérifier. Tout le monde n'a pas les compétences techniques, malheureusement, pour le faire. Et d'ailleurs, là, je renvoie vraiment les gens au live que tu avais fait, puisque là, tu avais montré vraiment techniquement, si je me souviens bien, comment dans l'explorateur de requêtes de Chrome, etc., on voyait un petit peu les données se balader. Et c'est là où c'est un petit peu différent dans les deux, mais je vais te laisser un petit peu peut-être plus l'expliquer. Mais dans SoftAir, c'est-à-dire c'était un défaut de conception, quoi, comme tu dis, une faille. Dans Bubble, c'est quelque chose, alors je suis pas un bubbler, donc je vais te laisser, mais qui est plus ou moins prévu parce que tu as des moyens de l'empêcher, ça, si je dis pas de bêtises, aussi. Ouais. Non, tout à fait. Et Bubble est sans doute le plus avancé en termes de sécurité, mais du coup aussi le plus complexe. Effectivement, Bubble, c'est le seul, il me semble. Après, je crois que Glide CMI aussi, mais je suis moins au courant sur ces autres outils. Mais typiquement, Bubble a sorti un tableau de privacy rules. Donc, c'est-à-dire que tu peux vraiment définir en gros, c'est quand le client, donc celui qui est sur ton site, fait une requête à la base de données Bubble, tu vérifies d'abord qui il est, s'il correspond à telle ou telle condition, et en fonction des conditions qui sont valides ou non, il accède à plus ou moins de champs dans la base de données sur cette requête-là. Donc, par exemple, s'il est admin, il t'affiche toutes les données de l'utilisateur. S'il n'est pas admin, tu n'affiches que le prénom. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y aura pas des emails qui vont se balader. Mais du coup, c'est une configuration qu'il faut faire dans le back, donc dans les paramétrages de ta base de données. Et en plus, tu le fais donc sur le front parce que tu n'affiches que le prénom visuellement. Donc il faut le faire à 2 endroits différents. Ce qui est vraiment pas facile à prendre en main, parce qu'il faut faire 2 fois la même chose. Dans le front, on n'affiche que le prénom, et après dans le back, je vais dire ok, qui a droit de voir que le prénom et qui n'a pas le droit de voir autre chose que le prénom. Donc c'est vraiment contre-intuitif, et je comprends que ça soit difficile quand tu démarres. Ouais. Après, c'est comme ça aussi que ça fonctionne pour les développeurs, etc. Enfin, quand on est développeur, en fait, on apprend assez vite que
les traitements doivent se passer côté serveur, et notamment les vérifications de sécurité, de choisir quelles données on va exposer ou pas, parce que quand on est développeur, on est plus près en fait de tout ça, et donc on voit bien que toutes les données sinon sont rapatriées dans le front. Et donc mais c'est un écueil que plein de jeunes développeurs font aussi, de se dire par facilité le back il renvoie tout, et puis après je filtre devant. Ouais. Parce que de toute façon, ce qu'on te dit toujours, c'est que tu dois faire les deux. C'est-à-dire non seulement c'est pareil pour quand on envoie des données, tu ne dois jamais imaginer que les gens qui t'envoient des données sont propres, donc tu dois toujours les filtrer. Tu dois essayer de le faire devant et derrière. Enfin, pas rentrer dans des choses trop techniques, mais c'est vraiment très intéressant, je trouve, de cette comparaison un peu entre Bubble et Software. Et tu l'as bien dit, quoi. Il y a le prix de la puissance quelque part. C'est-à-dire que Bubble est un outil extrêmement puissant, il permet d'aller loin, mais il nécessite aussi, du coup, vraiment des connaissances plus avancées pour bien l'utiliser, quoi. Là où Software se veut très accessible et que tout le monde puisse en quelques clics bien utiliser. Et donc là, j'ai envie de dire, quelque part, la charge revient à eux encore bien plus de sécuriser leur outil, puisqu'ils veulent s'adresser à des néophytes. Donc, c'est clair. C'est clair, et à mon avis, ils vont avoir un souci, enfin, ils vont forcément devoir s'améliorer sur ce point-là, parce qu'ils donnent plein de templates assez poussés, Software, maintenant, pour faire vraiment des marketplaces avec des données assez sensibles, finalement. Et je pense qu'ils sont encore un peu légers sur la sécurité, sur l'explication, sur qu'est-ce qui est visible, etc. Donc je pense qu'ils vont bien s'améliorer. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont été très réactifs. Lorsqu'on leur a parlé du problème, 2 jours après, c'était réglé. Ouais. Et donc c'est bien. Enfin, je pense qu'ils vont bien faire les choses, et ils ont quand même une belle vision, donc c'est bien. Mais tu vois, c'est intéressant aussi les exemples de Software si on se place plus du côté entrepreneur, entreprise, etc. Enfin, Software, c'est une boîte, donc c'est un éditeur de code, mais c'est une boîte avant tout. Et peut-être que eux aussi ont subi un peu ce que tu évoquais au début, tu vois, c'est-à-dire que au début, on se lance, on va vite, donc on fait pas attention à tout. Mais bon, moi, je pense que quand t'es éditeur, c'est assez grave. Mais il y a aussi une question de compétence, hein. Enfin, c'est pas pour les juger, hein, je connais pas vraiment le niveau de leur équipe technique, mais peut-être que aussi juste, voilà, hein, des fois, les projets se lancent comme ça avec des développeurs pas forcément hyper expérimentés, et donc ça entraîne aussi ce genre de problématique, quoi. Ouais, mais après, je me dis aussi que le but, c'était de faire d'abord des landing pages et d'afficher des pages Airtable en public. Il y avait aucune raison que ça soit sécurisé. Enfin, tu vois, et simplement les mecs du produit qui ont commencé à tordre le truc en disant, ah ouais, les gars, on peut faire une marketplace, on peut faire une boutique en ligne et tout. Et là, d'un coup, tu dis, attends, est-ce que mes fondements sont faits pour faire une boutique en ligne avec ce postulat de départ? C'est vrai. Et du coup, ils sont obligés de revenir en arrière sur pas mal de choses, ce qui est pas évident. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est un sujet très, très compliqué, tu vois. Et moi, je trouve que c'est important de sensibiliser, du coup, là, ce qu'on fait, plutôt les utilisateurs de software, pour aussi, comme ça, mettre une certaine pression, entre guillemets, en tout cas, que les éditeurs aient bien conscience que les gens qui utilisent leur outil sont soucieux de ce sujet, quoi. Tu vois, cette espèce de lobbying, à mon sens, hein, en tout cas. Et ça veut bien dire, encore une fois, qu'il faut faire hyper gaffe aux outils que tu utilises, parce que finalement, à chaque outil no-code que tu utilises, dès que tu sens que tu vas mettre des données sensibles comme une liste de mails ou autre, fais hyper gaffe à l'outil, vérifie qu'il y a bien des bonnes pratiques et que tu les respectes. Et même parfois, tu vois, t'as beau tout respecter, en fait, tu vois pas que t'as fait une bêtise. Et donc, c'est pas évident. Donc, j'ai pas tellement de réponse, en fait, pour être sûr à 100% que ce que tu fais est correct pour le moment, à part faire un peu de code, quoi, et vérifier ce qui se passe dans le navigateur, quoi. Et puis faire appel aussi à des experts et des professionnels, tu vois, dont c'est le métier, quoi. J'ai envie de dire, que tu sois utilisateur, éditeur, enfin c'est tout pareil. Il y a des gens qui sont plus avancés que toi sur la question, et enfin que toi en tant qu'utilisateur, hein, je veux dire, mais justement des gens comme toi, Benoît, ce que vous faites chez NC-Scale peuvent accompagner, donc ça c'est important. Est-ce que pour continuer un petit peu à illustrer, si je prends un outil comme Webflow, est-ce qu'il y a des choses qui sont sensibles? Quelle peut être la problématique un petit peu chez eux? Alors Webflow, on n'a pas creusé. Ou peut-être un éditeur de site web en général, hein, j'ai envie de dire. Mais... Non, en fait, Webflow, là, ils arrivent effectivement depuis la conférence qu'ils ont faite en novembre. Là, ils arrivent vraiment sur les plates-bandes d'outils, on va dire, qui permettent de faire des espaces clients et d'aller assez loin finalement sur le stockage de données sensibles. On n'a pas été vérifié ni testé les bonnes pratiques et ce qui se faisait, mais je vais alerter de la même manière. Il n'y a pas de raison que eux le fassent tout bien du premier coup. En fait, il y a un truc qui est intéressant dans notre R&D entre guillemets, c'est que comme on a accès, enfin,
comme on compare l'ensemble des fonctionnements de tous les outils no-code, on commence à avoir un peu les bonnes et les mauvaises pratiques de la part des éditeurs. D'ailleurs, on pourrait même, si quelqu'un veut lancer un outil no-code, venir vers nous, on se fait 1 heure et puis on parle de comment fonctionne l'ensemble des outils, tout ce qui est automation, tout ce qui est base de données, tout ce qui est front. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on a vraiment une vue d'ensemble sur comment est développé en fait un outil no-code. Et donc, Webflow, c'est un qu'on n'a pas trop poussé, donc je pourrais pas te dire, mais effectivement, c'est moins grave. Enfin, du coup, c'était moins grave à une époque. Maintenant, c'est peut-être un peu plus grave, donc effectivement, il va falloir qu'on creuse. Mais dans tous les cas, il faut faire hyper attention. Parce que t'as beau mettre une liste de données, enfin je sais pas, en fait je connais pas d'application sensible faite avec Webflow, donc j'ai pas d'exemple sous la main. C'est pour ça aussi que je te pose la question un petit peu volontairement, tu vois, mais c'est du fait même pour l'instant de l'utilisation de Webflow, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un peu les problématiques et les fuites de données possibles, mais après, il y a un exemple qui peut être pas mal, c'est tous ceux qui font de la formation, donc, comme vous par exemple, vous avez la liste des vidéos qui sont cachées en général, où l'URL est cachée, etc. Et en fait, très rapidement, en général, dans les outils dans les applications des formateurs, on accède très vite à l'ensemble des URL. Parce que finalement, c'est pas un truc que tu caches tu vas pas le mettre en mode hyper sécurisé parce que ça reste une URL, quoi. Et puis, il faut vraiment que la personne ait envie d'accéder à tes vidéos de manière, sans payer. Mais c'est un des risques, à mon avis, c'est les formateurs qui donnent du contenu privé ou autre que la formation vidéo, qui finalement le mettent là-dedans en pensant que c'est sécurisé. En fait, ça l'est pas, parce que ça fait un appel ou autre. Voilà. Est-ce que notamment des outils comme MemberStack, qui permet de rajouter via du JavaScript justement des niveaux un peu de tu vois, il faut se connecter, éventuellement payer pour pouvoir accéder à certaines pages. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas, est-ce que vous l'avez un peu regardé ça? Non plus, malheureusement. Non, on n'a pas creusé tout l'écosystème Webflow et intermédiaire. En revanche, il y a un truc qu'on a creusé, c'est qui ressemble un peu à ça, c'est les outils pour faire des logins par email. C'est des outils one login que tu mets par-dessus un Webflow ou par-dessus autre chose. Et en fait, c'est un petit peu comme MemberStack, d'ailleurs, mais vas-y, je te laisse. Okay. Mais justement, parce que ça symbolise bien, je pense. Alors, du coup, on en a testé un qui disait sur Bubble, ouais, c'est génial, sur Bubble, on a un super système pour se connecter avec un clic. J'ai dit, ok, je vais aller voir un peu ce qu'ils font. Et les mecs, mais ça me rend fou. Hein, mais alors certes, c'est un outil, toi, qui se permet de se connecter à plein d'outils. Donc, ils sont pas experts dans chaque outil sur lesquels ils sont compatibles. Mais c'est un problème parce que justement, ça va déboucher sur ça. Et typiquement, ils demandent de décocher toutes les sécurités dans les privacy rules, notamment la liste des mails, pour que leur outil fonctionne. Parce qu'eux, ils font simplement une comparaison entre le mail, est-ce qu'il existe ou pas, tu vois. Okay. Mais du coup, en faisant ça, ils exposent toute la base de données email des applications qui utilisent leur outil, ce qui est hyper grave. Donc c'est assez gênant de voir des outils de sécurité de connexion qui demandent de déverrouiller des niveaux de sécurité sur les éditeurs pour que leur outil fonctionne. Et en fait, du coup, c'est pire. Donc, c'est très bizarre. Un outil qui t'incite à... Ouais, ça, c'est catastrophique. Alors, même, tu vois, dire. Pour ce plugin-là en question, j'ai contacté Bubble pour leur dire, faites gaffe, vous avez un plugin bizarre dans votre marketplace. Mais parce que eux, ils peuvent pas contrôler non plus tous les plugins qui débarquent, quoi. C'est pas leur truc. Sinon, ça devient un Apple où il faut passer 3 semaines avant que le plugin soit en ligne. Ouais. Donc, ouais. Enfin, tu vois, peut-être qu'ils y viendront, quoi. Tu vois, je comprends évidemment d'un point de vue un peu entrepreneurial, on va dire, la volonté d'avoir un écosystème qui grandit, et t'es obligé de laisser un peu. Et en même temps, voilà, justement, tu vois, ça expose à ça, et peut-être qu'ils devraient vérifier tous les plugins, quoi. À partir de maintenant, tu vois, je sais pas, enfin, tu vois, c'est un peu, d'ailleurs, c'est la même chose entre Android et Apple, quoi. C'est-à-dire qu'Android était à la course derrière Apple pour la marketplace, donc Android est vachement moins restrictif sur la publication d'appli par rapport à Apple, quoi. Ouais. Est-ce que si on élargit un petit peu le sujet avant de passer peut-être aussi un petit peu plus à NCScale, est-ce que finalement tout ça c'est pas un peu le sujet des bonnes pratiques, tu vois, et ces bonnes pratiques, elles t'amènent évidemment sur le sujet de la sécurité qui est un peu notre sujet du jour, t'amènent aussi sur le RGPD quelque part, parce que tu vois, c'est pas forcément notre sujet aujourd'hui, mais tout ce que t'évoques là, la fuite de données, etc., c'est aussi, il y a une notion un peu
que maintenant, il y a un cadre réglementaire aussi qui est très fort sur ces choses-là. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. En gros, bon, nous, déjà, notre vision, c'est que on pense que le no-code est là pour durer, comme pas mal de gens dans la communauté no-code, pardon. Ils y croient pas que pour faire des MVP. Et nous aussi, on pense vraiment que le no-code va s'installer pour faire des applications de production, où finalement, on n'est pas juste en train de faire un test marché, etc. Et du coup, on passe à un autre niveau. On n'est plus dans le niveau où on essaie de faire du no-code, on a vu un nouvel outil génial. On est dans un truc où là, on va développer une application, on fait un choix technique. Ok, on va le faire en no-code. Pourquoi? Pour des raisons très particulières au projet. Par exemple, c'est juste que là, ça va aller très vite, parce que c'est peut-être moins cher, mais ça encore, c'est faux. À mon avis, c'est juste que tu fais plus de choses plus vite, et le prix, ça va dépendre des personnes que tu prends. Mais du coup, on croit vraiment au fait que le no-code est là pour vraiment servir de manière massive, en tout cas au sein de boîtes, et qui va remplacer des applications qui étaient effectivement en code ou du moins qui n'existaient pas. Et à partir de ce moment-là, on se dit ok, du coup, il faut suivre aussi des bonnes pratiques de développement. Et finalement, tu as des boîtes qui ont fait le choix de mettre en place des bonnes pratiques pour faire du no-code, mais vraiment des pratiques de dev, quoi, avec typiquement des spécifications, une documentation, avec une review, avec un autre développeur. Voilà. Et c'est ces bonnes pratiques-là qui sont dans le code et qu'il faut appliquer au no-code maintenant, en tout cas. Et je pense qu'il y a urgence aujourd'hui à faire du no-code de qualité. Sinon, on est en train de dévaloriser cette nouvelle technologie et qui risque de faire peur à des gens qui ont envie de l'utiliser pour faire des grandes choses. Et ils ont raison de vouloir la prendre. Mais voilà, il faut juste je pense qu'il y a urgence à faire du no-code de qualité. Et pourquoi j'insiste sur ça, sur l'urgence, c'est que la plupart des agences font n'importe quoi. Et du coup, ça donne pas du tout une bonne image. Tu vois, c'est terrible. Et c'est pas forcément de la faute de l'agence, parce que encore une agence, tu vois, elle a vraiment un système de coûts, de délai et de qualité qu'il faut respecter. Donc il faut aller vite pour que le client soit content. Et finalement, tu es pris dans un entrain de vitesse, etc., où tu dois juste livrer les fonctionnalités qui fonctionnent à ton client. Et la sécurité, tu as du mal à suivre, parce que ça évolue dans tous les sens avec ce que demande le client, etc. Et du coup, tu n'as pas le temps et tu n'as pas les moyens. Enfin, le client ne te donne pas forcément les moyens de le faire. Bon. Et du coup, si les agences font ça, si les formateurs n'insistent pas sur la partie sécurité, comme tu vois, celle de mardi là qui m'a parlé qu'un formateur cette semaine lui a dit que c'était sécurisé parce qu'il y avait AWS. C'est fou, quoi. Enfin, c'est pas possible qu'on en soit là. Donc, il faut vraiment aller plus loin. Et c'est pour ça que nous, on a monté NCScale. Donc, pas que sur la sécurité, mais sur aussi toutes ces bonnes pratiques-là, quoi. Et l'idée, c'est déjà de réunir des gens qui font du no-code de qualité et savoir comment on peut les aider pour finalement créer les meilleurs outils pour eux, pour que ça soit bien fait, durable, maintenable et performant, quoi. Et du coup, je suppose, justement, pour parler un petit peu plus de NCScale, que le nom aussi, ce nom montre bien que ce que vous souhaitez finalement, c'est accompagner les gens dans leur passage à l'échelle. Et donc le scale sur les sujets de sécurité, sur les sujets peut-être aussi de performance, parce qu'en fait finalement tout est lié, quoi. Finalement c'est ce sujet des bonnes pratiques. Si tu essayes de faire tout du mieux que tu peux, j'ai envie de dire, et c'est un peu idéaliste ce que je veux dire, mais normalement tu résous quasiment tous tes problèmes d'un coup, c'est-à-dire que tu vas à la fois avoir quelque chose qui est performant, qui est sécurisé, qui va pouvoir passer à l'échelle, peut-être même être aussi plus facile à documenter pour le RGPD, ce genre de choses, quoi. Et en plus, dans le passage à l'échelle, il n'y a pas que l'outil en lui-même, quoi. C'est aussi ton équipe derrière qui va développer l'application no-code. Et ce qui est génial, c'est que là, on travaille avec des personnes qui ont déjà 2-3 personnes dans l'équipe no-code. Et donc, il y a déjà une sorte de collaboration autour d'un même produit. Et c'est pas très documenté, ça, à ce jour. Et c'est pour ça qu'on a hâte de partager du contenu sur ce sujet. Où on explique comment finalement une équipe no-code se met en place, comment tu l'organises, comment tu développes de manière durable une application no-code, ou si la personne qui l'a développée à l'origine part, et que tout puisse continuer et que ça ne tombe pas. Parce que c'est un peu le risque aussi. Le gars, il avait sa méthode, sa logique, il était tout seul dans son coin à faire son application, il était hyper rapide, tout le monde disait mais t'es un génie, c'est génial, ça marche trop bien. Il part, plus rien marche, quoi. Donc c'est
C'est ce genre de choses et du coup, c'est hyper important de partager ces bonnes pratiques. À mon avis, on va se retrouver dans les mêmes pratiques que pour le code, donc on va pas réinventer la roue. En revanche, il faut sans doute des outils pour cadrer un peu ça, qui soient un peu différents, Bien pour sûr. que ça soit compatible, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que tu dis là, tu fais bien attirer l'attention des gens là-dessus parce que c'est une conscience qu'il n'y a pas justement dans le milieu du no-code pour l'instant. Parce que déjà, les gens ont beaucoup l'habitude de travailler seuls, etc. Donc, c'est sujet de documentation, de normes, je sais même pas, tu vois. Enfin, après, il y a des choses intrinsèques un peu aux outils, mais moi, j'ai trouvé intéressant quand il y a, c'est FinSuite, je crois, une agence Webflow qui a proposé un framework qui s'appelle Client First. Alors, c'est des choses très front-end, mais c'est une méthodologie, quoi. Et moi, j'ai hâte que quelqu'un fasse ça aussi pour Bubble, une manière de travailler. Et donc, déjà, intrinsèquement, s'il y a un peu un standard pour comment travailler, bah, déjà, tu pourras mieux collaborer. Si tout le monde fait de la même manière, ça va aider, quoi. Donc, déjà, il y a des choses un petit peu comme ce que font là nos amis chez Thinkso, des frameworks visuels et tout, OpenBase, OpenBuild, etc., qui peuvent aider un peu à ça. Mais je pense que ça ne suffit pas non plus. Après, il y a la manière d'utiliser les outils, il y a toutes ces choses. Et je pense que, et les agences, malheureusement, alors je sais pas, moi, j'aimerais bien en reparler avec Matt d'ailleurs, mais n'ont pas le temps forcément. Elles ont peut-être des choses en interne qu'elles font entre elles, mais elles documentent pas ça, elles le partagent pas parce que ça prend du temps, quoi, d'essayer de dire ok, bon bah voilà, on vous propose une manière de travailler, et puis après même pouvoir d'accompagner des gens qui souhaiteraient travailler de cette manière, c'est presque un autre projet, quoi, qui est peut-être justement plus votre projet, quoi. Non, mais après, effectivement, je trouve que ce que fait AirDev avec Canvas ou Thinkso avec OpenBuild, c'est génial. Mais c'est vraiment Bubble, quoi. Ça fait que Bubble. Oui, en plus, ouais. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il y a... Pardon, enfin, je vais te laisser finir, mais est-ce que tu penses aussi que cette logique, elle peut être transverse aux outils? Moi, pour moi, ça va être très lié aux outils, quoi. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Tu vois, en fait, on est en train de faire un langage commun, nous, à l'ensemble de ces outils pour justement déjà comprendre lorsque tu modifies quelque chose, parler si c'est un workflow, si c'est une action, si c'est une base de données, etc. Donc en fait, il y a un langage commun. C'est juste qu'effectivement chaque outil le nomme un peu différemment. Donc en fait, il y a une certaine logique. Voilà, il faut juste qu'on prenne un peu de recul, qu'on voit un peu tout ça, et après tu arrives un peu à comprendre finalement que ça reste comme une application en code en fait qui fait appel à des API, qui fait ça, etc. Et je reviens juste sur ce que fait AirDev et Thinkso. C'est vraiment canon parce que ça permet effectivement de faire tout de suite une application avec des bases solides. Mais je vois plein d'applications faites avec leur propre framework qui laissent la page admin avec la liste des utilisateurs parce qu'il y a des composants pour afficher les listes des users, etc., qui la protègent pas. Et du coup, finalement, en utilisant ces frameworks-là sans bien les connaître, sans connaître comment ils marchent, comment ils font la sécurité, laissent en accès libre des pages avec des données hypersensibles. Et du coup, c'est les risques aussi. Donc en fait, il faut maîtriser aussi ce que tu utilises parce que eux, c'est génial. Enfin, vraiment, tu vas plus vite. Enfin, moi, j'ai fait 2 applications qui sont faites, une avec Canvas et une avec OpenBuild. Donc, je connais bien les deux. Et effectivement, les deux sont top, mais il faut vraiment bien maîtriser leur fonctionnement. Sinon, tu mais tu vois, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là parce que finalement, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure avec Bubble. C'est quand même au niveau de l'utilisateur, quoi. Enfin, s'il n'y a pas de défaut de conception, on va dire, tu vois, on prend justement contrairement à un software, mais si l'outil, on va dire, est bien conçu, eh bien, c'est à l'utilisateur de bien l'utiliser. Et c'est là où peut-être qu'il y a des nécessités de faire des formations spécifiques, par exemple, à OpenBuild, ou tu vois, des choses comme ça. Ou, enfin, je sais pas, tu vois, ou plus de documentation, plus d'alerte sur ce que tu dis, tu vois. Mais peut-être aussi, des fois, c'est quelqu'un d'extérieur, tu vois, qui est mieux placé pour ça, hein, tu vois. Non, c'est clair. En termes de formation là-dessus, en général, il faut forcément quelqu'un qui soit pris les pieds dans le tapis pour alerter et former. Mais typiquement, le problème aussi avec ces frameworks-là, enfin, un des problèmes en tout cas, c'est le fait que, imagine, il y a une faille de sécurité qui a été créée par le framework, ils peuvent pas mettre à jour toutes les apps, quoi. Et parce que c'est à part envoyer un mail à tout le monde en disant là il y a une faille, corrigez ça, il y a personne qui va corriger le truc. C'est hyper grave. Et du coup je suis certain qu'il y a des apps avec des failles parce qu'ils s'étaient basés sur une ancienne version d'un des frameworks et aujourd'hui qui ont toujours des failles, quoi. Donc voilà, donc c'est pas non plus la panacée. Il faut faire ça de manière sérieuse, quoi. C'est ça qui est compliqué.
Ouais. Non, mais tu vois, enfin, moi, là, tout ce que tu me dis, ça me rappelle aussi, je pourrais donner, tu vois, vraiment les mêmes exemples avec le code, tu vois, c'est-à-dire que tu utilises un framework, tu utilises, je sais pas, Laravel, tu vois, bah, une faille est découverte dans la version 2.5.3. Si toi, tu vas pas chez ton client que tu as oublié depuis 2 ans il est sur le truc et tu vas pas lui faire la Ouais. mise à jour, il est exposé, quoi. C'est ça. Donc après, bon, c'est des choses aussi contractuelles, ça peut être ça le sujet de la maintenance. Puis des fois, bon, bah, c'est la vie, mais bon. Mais il y a des outils pour ça dans le code. Sneak, par exemple, qui est un outil qui Mm. va justement scanner tout ton code et qui va vérifier si tes composants sont à jour. Voilà. Et donc, il faut faire l'équivalent pour le no-code. Ouais. Mais du coup, dis-nous-en un peu plus. Alors, on a pas mal tourné autour un petit peu de ce que vous faites. Notamment, donc, il y a ce produit, No Code No Hack, on va dire, je vais le résumer peut-être vulgairement, mais un scanner de vulnérabilité pour Bubble. Peut-être plus que ça. Ouais. Et puis d'autres choses, parce que vous êtes en pleine croissance. Voilà, partage-nous un petit peu ça, peut-être. Enfin, voilà, Ouais, tu tout nous à as parlé un fait. petit peu de l'historique, mais voilà, où est-ce qu'on en est, quoi. Alors, effectivement, du coup, No Code No Hack, jusqu'en septembre, on voyait qu'il y avait une traction intéressante, mais que on avait beau dire que les apps étaient pas sécurisées, l'effort pour prévenir les gens que c'était grave était énorme, quoi. En gros, à part effectivement en parler, ce qu'on a fait avec Zero Code lors d'un webinar ou avec No Code France, etc. Donc on en a parlé, mais les entrepreneurs, enfin tu vois, ceux qu'on parlait étaient trop focus sur leur business. Donc on avait quelques clients, mais rien de dingue, quoi. Enfin tu vois, ils testaient, on les aidait. C'était plutôt voilà, on était plutôt en mode sympa, quoi. On partage des bonnes pratiques et on échange. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça, et surtout en fait qu'il y avait un vrai besoin sur le reste, sur comment tu passes à l'échelle avec ton application no code, comment tu montes ton équipe no code, comment tu la structures, comment tu documentes ton application, et qu'il n'y a pas que Bubble, il y a que l'ensemble des outils. Il y a plein d'autres manques en fait dans le no code. La partie des logs, on en a un peu parlé, donc toutes les traces, pour les réunir, etc. C'est compliqué. Donc en fait, on développe aujourd'hui plusieurs fonctionnalités avec une quinzaine d'utilisateurs qui sont vraiment des boîtes qui ont levé des fonds, qui font du no-code de manière full stack, enfin qui ont vraiment une tech entièrement no-code. Il n'y a pas que des Français. On bosse aussi avec des plus grandes boîtes qui finalement ont une équipe no-code, mais ils sont moins 4 ou 5 dedans. Et on développe avec eux pour le moment des outils qui les aident à rendre leur application de code durable, maintenable, sécurisée, performante, donc bien documentée, etc. Voilà, donc on pourra en parler davantage lorsqu'on sortira de cette phase-là. Mais l'idée pour l'instant, c'est en mode vraiment créer avec eux le meilleur produit. Et dès qu'on a terminé de créer ce produit-là, bah, qu'on puisse un peu l'ouvrir. Mais en attendant, on va pas attendre de lancer ces produits-là pour parler des bonnes pratiques. L'idée, c'est de donner un maximum de contenu qui sortent de ces échanges avec eux pour le partager à la communauté, parce que avant de faire un outil, il faut juste avoir des méthodes aussi. Et donc, si on a des bonnes méthodes qui sont partagées, qui sont sympas, que on voit que ça marche bien dans telle boîte, etc. Bah, on partage ça. Et après, nous, l'idée, c'est qu'on arrive à développer un outil qui permet d'appliquer ces méthodes plus facilement. Voilà. Et ça serait idéal. On va annoncer donc une levée de fonds d'ici quelques semaines avec un nouveau site, etc. Parce que pour l'instant il y a que nocodenohack.com. Mais voilà, donc on va commencer à communiquer sur ça. Mais voilà, l'enjeu pour le moment, nous, c'est d'être plutôt en bêta privée. Donc, s'il y en a qui ressentent l'intérêt de faire du no-code de qualité sur le long terme, qui viennent me voir sur LinkedIn, et puis on verra si c'est compatible. Mais pour moi, ça reste assez privé. On va vraiment faire un super produit, donc être sûr d'être hyper proche des besoins. Et après, après, on le partagera davantage. Super. Ouais, non, il y a plein de sujets. Après, il y a plein de choses là, qu'on n'a pas abordées. Enfin, c'est difficile de rentrer dans tout, mais moi, j'ai assez hâte. Moi, je me souviens que tu m'avais parlé aussi d'un quelque chose autour des API, qui était Ouais. qui est tout un sujet. On prépare on a une formation sur ce, mais vraiment pour les débutants. Mais d'ailleurs, peut-être faudra qu'on s'en reparle. Mais c'est le ouais. 6 avril, c'est ça? Vous avez une formation Ouais, c'est le 6 ça. Ouais. avril. Alors, on va lancer ces nouvelles formations, puis on va un petit peu en parler dans un webinaire. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a un petit lien. Enfin, je vais pas trop digresser, mais
Nous, on a fait un petit peu le même constat, tu vois, que tu as sur les bonnes pratiques, mais un peu plus focus un petit peu autour des ops et de l'automatisation, sur le fait que les gens se jettent dans les outils sans vraiment se poser sur c'est quoi le process qu'ils veulent numériser, tu vois, c'est un peu, donc on veut un peu partager aussi ça aux gens, tu vois, un peu faire des diagrammes. Et là-dessus, nous, pour le coup, on n'invente rien parce que tout ça existe déjà depuis très longtemps, le fait de faire des logigrammes, etc. Mais on veut un petit peu le partager et l'abstraire pour les no-codeurs, et notamment sur le sujet des API. Et c'est vrai que bon, on a fait vraiment une formation pour les débutants. On n'y parle pas énormément de sécurité, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourra ajouter un petit peu. Enfin, voilà. Bon, là, j'ai une discussion entre nous, mais tu vois, de un peu renvoyer vers vous aussi pour les gens qui veulent creuser ce point-là, quoi. Je rebondis sur la partie diagramme. Effectivement, c'est un sujet qui revient assez souvent dans les équipes, en tout cas, qu'on a interrogées. Certaines équipes développent tout d'abord en diagramme avant de faire du no-code, ce qui est très bizarre parce que quand tu es tout seul, en général, tu te lances un peu vite, etc. Mais du coup, c'est une des bonnes pratiques, en tout cas, qui va sortir. Et nous, ça nous pousse à se dire, OK, peut-être qu'il faut qu'on développe un outil spécial diagramme pour le no-code, tu vois, où en fait, tu peux faire un Miro, mais avec des bonnes connexions qui correspondent au monde du no-code, où tu choisis tes outils avec des choses possibles, impossibles, avec des alertes disant, non, ce lien-là fonctionne pas, ou alors, etc. Ce serait amusant qu'on arrive à faire ça. Ça fera partie, à mon avis, de notre roadmap, mais typiquement aider juste à la conception avec un outil qui te permet un peu de dessiner à l'avance ton projet sans te lancer dedans trop vite. Et ce qui est génial en plus quand tu fais ça, c'est qu'en plus derrière, tu as aussi la documentation, quoi. En tout cas, ça te fait une base. Et c'est vrai, on en avait un peu parlé, je me souviens une fois, mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal dans la communauté, je pense, à rêver un petit peu de cet outil qui viendrait se connecter à Airtable, à Zapier, à Notion, et qui nous ferait un peu ce mapping, un peu nous aiderait en tout cas à faire ces diagrammes. Parce que c'est vrai que, par exemple, documenter une automatisation Zapier ou Integromat, enfin, à part le faire dans l'outil, et là-dessus, Integromat est bien plus avancé, enfin, Make, il faut que je passe quand même, change de nom, que Zapier. Mais je veux dire, c'est quand même pas évident, quoi. Tu vois, c'est quand même pas pour partager la connaissance. Moi, si quelqu'un dans l'équipe doit reprendre mon automatisation, c'est pas évident, quoi. Donc, ouais. Non, c'est clairement ça. Et donc, bon, en tout cas, je pense qu'on va dans la bonne direction et tout le monde a envie d'aller vers là. Donc, c'est bien. Il y a forcément une étape un peu intermédiaire où forcément, t'as pas forcément besoin d'être aussi équipé, etc. parce que c'est juste une application rapide. Mais effectivement, ça va monter en puissance et donc voilà. Donc, on a hâte vraiment de partager ce contenu-là qui va sortir. On réunit déjà pas mal de users là, le 6 avril au soir. Et du coup, on va sortir dans mi-avril, je pense, du contenu sur ce sujet et des bonnes pratiques qui en sortent, quoi. C'est hyper intéressant parce que, je sais pas si tu veux dire les gens, un peu qui font partie de ce groupe justement de gens que vous interrogez et tout, mais il y a des très belles sociétés qui sont justement en train de passer à l'échelle. Moi, je suis vraiment très sensible, tu vois, et c'est important quand tu dis le no-code, c'est pas fait que pour des MVP, ça on en est tous bien conscients. Il faut continuer un peu à le marteler maintenant en dehors de l'écosystème, mais ça s'accompagne de tous ces sujets des bonnes pratiques, et je pense que c'est intéressant de mettre en avant aussi ceux qui font bien. Tu vois, on a pas mal finalement passé du temps de l'épisode à parler un petit peu de tout ce qui se passe mal et de tous les problèmes, mais finalement il y a aussi des gens qui font des choses bien, ou en tout cas tu vois, qui sont sur la bonne voie et qui peuvent aussi inspirer là-dessus, quoi. Et ce que je comprends, c'est que c'est un peu le sujet, quoi. Ouais, carrément. Typiquement, je pense que Kunto a pas mal de choses à nous dire sur le sujet. En tout cas, on a eu un super échange avec eux. Donc ça, eux, ils font partie justement des personnes qu'on voit et qui vont partager leurs infos. Il y a Cure, Prelo, OnTrain. Voilà, c'est des boîtes qui ont levé des fonds et qui sont très no code. Il y a aussi tout ce qui se fait chez GoJob. GoJob qui a une équipe assez importante en no code et qui a, à mon sens, réussi à faire un no code hyper quali et maintenable sans outils particuliers, mais juste avec une méthode. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ils font ça. Voilà, tu vois, ça va être des boîtes comme ça et dans la santé aussi. Donc voilà, on va sans doute avoir des choses intéressantes à partager. Non, c'est très intéressant, et tu vois, je trouve que en fait c'est super d'avoir cette discussion aujourd'hui parce qu'en fait on est très tôt dans tout ça.
Et moi, j'ai hâte, tu vois, par exemple, une boîte comme Prelo, j'ai hâte de voir comment ils vont structurer leur équipe de bubblers, parce qu'ils vont être confrontés à tous ces sujets qu'on a évoqués, pas que ceux de la sécurité, mais ceux de la collaboration aussi. Enfin, ils commencent, mais tu vois, là, enfin, on a vu d'un coup, ils ont recruté tous les bubblers disponibles à peu près du marché, quoi, les bons en tout cas. Et je suis très curieux de voir comment ils vont s'organiser, comment ils vont faire de l'agilité, tout ça, ce passage à l'échelle va être très intéressant. Tu vois, cette sortie de cette phase, comme tu dis, où au début, bon, on va vite, on fait un peu n'importe comment. Enfin, je dis pas qu'ils ont fait ça comme ça, d'ailleurs, chez Prelo, je sais pas. Mais là, par contre, ils ont plus le choix, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ceux qui sont parmi nos early users, comme Prelo, comme Nicolas et Peter est un ancien développeur. En fait, il est toujours développeur d'ailleurs. Et en fait, la plupart des gens avec qui on parle là, ce sont des développeurs. C'est ça qui est rigolo. C'est des gens qui ont pris. En fait, on parle avec des gens matures d'un point de vue produit, qui veulent justement rendre leur no-code aussi mature que ce qu'ils ont fait dans le code. Et c'est eux qui tirent un peu le truc vers le haut. Donc c'est bien parce qu'ils sont pas anti-no-code, ils sont plutôt en mode bah, c'est trop bien comme outil, ça va hyper vite. Comment on fait pour que ce soit au même niveau de qualité que du code? Et donc voilà, donc c'est plutôt ça vient d'eux, quoi. Bon, après ils sont pas tous développeurs, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Très franchement, moi, ça me paraît complètement cohérent. Enfin, Peter, on le salue au passage, on a pas mal échangé avec lui. Pour moi, c'est normal aussi pour ramener un peu de professionnalisation de bonnes pratiques dans le no-code. Il faut des gens qui viennent du code, quoi. Enfin, moi, je pense que je suis sensible aussi à tous ces sujets parce que j'étais développeur avant, quoi. Et c'est bien. Et moi, j'aime bien aussi. Je trouve que les no-codeurs, des fois, ont une certaine candeur. Les gens qui viennent pas de la technique, qui amènent aussi des bonnes choses, tu vois. Parce que des fois, des développeurs vont être un peu trop crispés sur certains trucs aussi, tu vois. Mais maintenant, il faut trouver le meilleur des mondes entre les deux, quoi. Je pense. Enfin, finalement, c'est un peu vraiment le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, et c'est passionnant. Franchement, moi, j'ai hâte vraiment de suivre ce que vous allez faire, et parce que je pense que parce qu'on en a bien besoin et que vous êtes pas assez, et donc à parler de ces sujets-là, quoi. On a donc en fait c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on bosse avec enfin on a 6 développeurs qui sont dans l'équipe, donc en fait c'est une grosse équipe tech qui sont pas des no-codeurs. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on est vraiment on est en train de développer un outil 100% en code, quoi. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que je pense que j'aurais bien aimé garder un peu le front en no-code, mais d'ailleurs, je pense qu'on pourra justifier ce choix un jour, parce que voilà, ça serait amusant de dire pourquoi. Mais voilà, on est comme un éditeur en fait, donc on peut pas non plus tout faire en no-code. Et du coup, ouais, on a hâte de sortir ça, mais en tout cas, on se donne les moyens de pouvoir développer beaucoup de fonctionnalités. Et typiquement avec Prelo en particulier, par exemple, on bosse vraiment avec eux pour faire le produit idéal pour des équipes qui se montent comme ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être proche d'eux pour le moment. Et on va voir ce que ça donne. Mais on a hâte de partager ça, quoi. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était hyper intéressant. J'espère qu'on aura réussi un petit peu avec tous ces exemples et tout, voilà, un petit peu de manière un peu déstructurée, mais à attirer l'attention un peu sur ces sujets. Et puis, bah, on va suivre avec attention ce que vous allez faire. De toute façon, je pense que tu le partageras dans la communauté. Donc tu l'as dit, vous allez documenter. Tu me partageras les liens. De toute façon, je vais mettre dans les notes. Et puis tu es donc sur le Slack de No Code France. Tu disais tout à l'heure aussi un bon endroit pour te trouver, c'est LinkedIn. Tous les gens qui seraient sensibles à ce qu'on a évoqué, ils peuvent venir te chercher sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres endroits éventuellement Non, effectivement, je pense que tu es joignable. Je pense que sur LinkedIn c'est parfait, et le Slack No Code France sont les meilleurs canaux. Mettez juste un message dans votre connexion LinkedIn pour que je sache que c'est sérieux. C'est pas juste avec une raison de la connexion, mais c'est tout. Et sinon, non, carrément, je suis hyper ouvert à en parler. Et si surtout vous avez des problèmes ou des enjeux de sécurité et que vous savez pas comment faire, comme dans la santé, on en a pas mal qui viennent nous voir pour ça. Et ben au moins qu'on puisse échanger, qu'on voit les problématiques. Et typiquement là on fait travailler un cabinet d'avocats pour faire du contenu un peu vulgarisé sur les données de santé et le no-code, et qu'on va partager aussi. Et c'est ce genre de choses à mon avis qui manque un peu pour finalement passer à un autre niveau dans le no-code et avoir des vraies sources d'informations fiables pour avancer sur des sujets de qualité dans le no-code, quoi. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis à très bientôt à ce moment-là. Merci Alexis, à bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, comme d'habitude. Un épisode en plus un peu technique, peut-être un peu intense, je sais pas ce que vous en avez pensé.
voilà, moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, j'ai travaillé là-dedans dans une vie passée, et c'est vrai que j'ai vraiment envie, et c'est pas forcément la mission principale de Contournement, mais en tout cas, moi, de vous partager, de vous sensibiliser vachement à ces sujets. Donc voilà, et Benoît était vraiment, je pense, une bonne personne pour faire ça. Alors il y aurait bien plus à dire, hein, évidemment, on pourrait creuser plein de sujets, outil par outil. Mais voilà, là déjà vous avez vu quelques exemples très concrets de choses auxquelles il faut prendre regard. Je vous invite vraiment à regarder les lives qu'avait fait Benoît sur la chaîne de No Code France, parce que franchement c'était hyper intéressant et c'était très concret, ça m'a bien matérialisé ce que vous avez vu là. Et puis on a un peu évoqué le sujet des API. Franchement, la formation que j'ai fait sur les API, c'est vraiment aussi dans ce but, c'est de vous permettre de comprendre certaines choses. Et en fait, pas mal de choses qu'on a évoquées là avec Benoît, en fait, le sous-jacent, c'est les API, et donc apprendre un petit peu à lire des requêtes API, des réponses, etc., va vous donner énormément d'informations sur ces sujets de sécurité. Et puis après, c'est beaucoup de sujets de bon sens, c'est un petit peu comme le RGPD, hein, finalement. Ne stockez pas de toute façon des données très sensibles si vous n'en avez pas absolument besoin. Il y a plein de choses aussi, en essayant de faire des choses un peu simples, un peu frugales, un peu efficaces, on peut aussi se prémunir de ce genre de choses. Voilà, bref, je vais pas vous refaire toute une discussion. Il y aurait matière, très franchement, à une formation, à des formations. Je sais pas si on en viendra jusque-là, notamment parce que c'est des sujets qui sont peut-être un petit peu éloignés des ops. Mais cela dit, même dans les sujets des ops, par exemple dans l'usage d'Airtable, il faut être très vigilant, essayer de ne pas partager des vues privées, des vues publiques, des données en public, etc. Voilà, mais on reviendra là-dessus, c'est un sujet qu'on aborde un petit peu dans nos formations, et on verra comment on peut continuer à documenter tout ça. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée en réalité, puisqu'il s'agit de Floriane, qui travaille chez WeMaintain, et qui va nous parler des ops, voilà, dont elle est responsable. Et donc voilà, on revient sur notre sujet de prédilection, et ça va être passionnant. Moi j'ai hâte en tout cas de voir ce qu'elle va nous dire. J'ai entendu plein de choses intéressantes autour de WeMaintain, donc voilà, je pense qu'il y aura plein de choses intéressantes. On vous partage ça, c'est la semaine prochaine. D'ici là, no coder en sécurité. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.